Donald Trump, nouveau président élu des États-Unis, élu d'ailleurs pour la deuxième fois, et l'Afrique. Quelles sont les relations qu'il faut envisager? Je voudrais d'abord commencer par m'arrêter sur la psychologie de Donald Trump. Qui est Donald Trump? C'est un fils de la bourgeoisie industrielle et commerciale des États-Unis. Il est descendant des immigrants européens venus d'Allemagne. La famille Trump est une famille germanique qui s'installe au 19e siècle, au début du 19e siècle, aux États-Unis. Il est descendant de cette famille, les Trump. Il grandit dans un environnement bourgeois, dans l'aristocratie commerciale, financière, industrielle américaine. Donc, il grandit avec les privilèges de la supériorité, blanche aux États-Unis d'Amérique, laquelle supériorité a été héritée de l'extermination de la population autochtone dite indienne, qu'on appelle les Native Americans, et de l'exploitation de la population noire déportée d'Afrique et des populations latino-américaines. Donc Trump a grandi dans une société américaine où la supériorité blanche est une banalité pour beaucoup de jeunes blancs. Il appartient donc à une tradition du suprémacisme. Il a grandi dans les bastions du suprémacisme. Son milieu social le prédispose à cela. Mais en même temps, et en partie grâce aux études qu'il a faites, mais aussi grâce à sa carrière d'homme d'affaires, Donald Trump a développé quelque chose que j'appellerais le pragmatisme du businessman. C'est un businessman. C'est un homme qui fait des affaires. Or, les affaires n'ont pas de couleur. Les affaires n'ont pas de couleur. Un homme d'affaires peut faire des affaires même avec son ennemi. L'essentiel pour lui étant de tirer son profit. Si je vends du ciment et que mon pire ennemi veuille m'acheter, je ne sais pas, 20 tonnes de ciment, au prix que moi j'ai décidé, mais j'ai tout intérêt à lui vendre. Puisque mon objectif c'est de vendre le maximum de tonnes de ciment possible et d'en tirer du profit, l'argent n'a pas de couleur, le profit n'a pas de couleur, le profit ne regarde même pas. Le profit est aveugle. Donc, Donald Trump, le businessman, est habitué à coopérer avec toutes sortes de gens. Quand il lui faut faire des affaires, Donald Trump est comme tous les hommes d'affaires, il fait les affaires. Son parcours d'homme d'affaires l'a donc prédisposé à avoir des relations faciles et directes avec des gens de toutes les origines. Donald Trump, que vous voyez là, il fait des affaires avec les noirs, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et même les bleus. Ce n'est pas son problème. En tant qu'homme d'affaires, business is business. Le pragmatisme est la deuxième caractéristique de sa personnalité. Il est capable de négocier avec tout le monde. Voilà pourquoi, étrangement, vous voyez qu'il lui est plus facile de converser avec des gens comme Poutine. Et il rapporte une anecdote de sa relation avec le président français Emmanuel Macron. À un moment donné, la France avait mis des taxes sur certains produits américains. Donald Trump raconte comment il a mis fin à cette décision française. Il dit qu'il a pris son téléphone. Allô, président Macron? Emmanuel Macron, how are you? Emmanuel Macron lui répond, I'm fine, Mr. President, I'm fine. Okay, I heard about some taxes that you want to put on American produce in France. American products in France, they will have some taxes. Not so. Macron lui dit, oui, on a décidé de taxer certains produits, mais c'est pas trop grave. Okay, if you put some taxes on American products, I will put quite 100% on French wine and French champagne. Si vous mettez des taxes sur les produits américains en question, moi je vais augmenter de 100% les taxes sur le champagne, le vin français. Et Emmanuel Macron lui dit, oh, don't do that, don't do that. Il dit, ok, so you change your decision now. Je ne vais pas le faire, mais tu changes ta décision tout de suite. Et Trump rapporte que Emmanuel Macron s'est exécuté, il a renoncé aux taxes. Il a demandé qu'on mette fin aux taxes qui étaient envisagées sur les produits américains. Ça, c'est Trump. Ça, c'est Trump. Il prend son téléphone, il règle ça en homme d'affaires. Et il dit, si tu fais ça, je fais ça. Je veux ça. Toi, tu veux ça. Discutons.
Donc, la deuxième caractéristique du personnage, c'est un pragmatisme échevelé, un pragmatisme sans limite. Il faut que vous notiez ça. Deuxième caractéristique de la psychologie de Trump. Donc, c'est quelqu'un qui peut trouver des solutions pratiques à une vitesse plus élevée que les individus qui sont sortis du moule théorique, hein, les doctrines énarques, les doctrines de l'ENA, hein, les individus qui viennent toujours avec des théories, des phrases, etc. Lui, non. Il sait ce qu'il veut. Et il peut négocier même avec le diable pour obtenir ce qu'il veut. Même si c'est Satan en personne qui vient, Trump dit à Satan, je veux ça. Satan dit, moi aussi, je veux ça. Trump donne à Satan sa part, il prend pour lui et il s'en va. C'est Donald, le type qui est arrivé au pouvoir encore. Il a une troisième caractéristique. On a pensé que cette caractéristique allait être utilisée contre lui. Pourtant, ça s'est retourné en sa faveur. C'est que c'est un hétérosexuel machiste. C'est un mâle qui revendique une virilité incroyable. Un hétérosexuel machiste. C'est-à-dire que Trump, il a une mentalité qu'on retrouve par exemple dans le virilisme africain, russe, chinois. Donc, il aime jouer à l'homme fort. Il aime entendre que lui, comme on dit à Abidjan, il est garçon pile. Garçon pile. Ça a donné des scènes assez cocasses. Vous voyez par exemple une scène dans laquelle il salue le président français Emmanuel Macron. Emmanuel Macron secoue sa main. Lui, il secoue la main d'Emmanuel Macron 3 fois plus fort. Il risquait même de lui arracher l'omoplate. C'est Trump. Il aime montrer qu'il est garçon. D'accord? Il a une troisième caractéristique particulière, c'est un viriliste, c'est un masculiniste. C'est quelqu'un qui incarne la figure du patriarche, de l'homme dur. Hein? Il peut même incarner celle du parrain de la mafia, mais c'est une figure masculine forte. On sait que quand il est là, il y a garçon. Et il aime laisser entendre qu'il est garçon. Souvenez-vous également de la polémique entre Trump et le président coréen, Kim Il-sung. Kim Jong-un plutôt. Kim Jong-un, l'actuel président coréen. Kim Jong-un lui dit, hey, Trump, faut faire attention. Hein. Moi, j'ai des missiles ici. Voilà, ici, je tire ça, tu vas voir. Quoi? Trump sort. Trump dit, dites à Kim Jong-un que moi, j'ai des missiles qui sont plus gros que pour lui. Ça me rappelle les querelles de cours entre les petits garçons que nous étions. Quand on sortait de l'école primaire, qu'on est en train de rentrer à la maison, dès qu'il y en a un qui commence à faire pipi, les autres s'alignent et puis on fait un concours pour savoir qui pisse plus haut que son camarade. Tous les petits garçons qui sont là connaissent sans doute ce concours masculin, très connu. Hein, dans les bandes de garçons, quand on est en train de marcher, surtout nous qui étions à l'école dans les zones de semi-campagne, donc on s'arrête comme ça, à la lisière de la route, pour pisser, et puis on essaie de savoir qui pisse plus haut que son camarade. Donc celui qui pisse le plus haut, on dit que c'est lui le vrai garçon même. Garçon. Hein? Mes camarades garçons qui sont en train d'écouter l'émission, et qui sont africains d'origine, connaissent sans doute ce concours. Mais j'ai vu les petits occidentaux, s'adonnant à ce concours à la campagne, plusieurs fois à travers mes voyages en France. Les petits là, ils s'amusent aussi à jouer à ça. Ils s'arrêtent et puis ils se moquent du voisin, je pisse plus haut que toi, etc. Qui pisse plus haut que son frère. Trump est dans des choses comme ça, parce que c'est un viriliste, un masculiniste. Un masculiniste. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une vraie question. Et c'est quelque chose qui lui a attiré la sympathie des pays qui sont restés attachés aux traditions de la différence sexuelle et la différence et de l'identité hétérosexuelle. Les pays qui sont restés attachés à la tradition de la famille hétérosexuelle classique. Ça lui a réussi. Alors qu'on voulait le présenter, en raison de ses nombreuses escapades sexuelles, comme étant le bourreau des femmes, il a été finalement présenté comme un tombeur, comme un garçon charmant, un beau gosse. Au point que l'analyse des résultats des votes prouve que les femmes américaines ont voté pour lui. Massivement. Les femmes américaines ont voté massivement pour lui. Et non pas pour Kamala Harris. Tout comme on a vu ici en France, Ségolène Royal a perdu l'élection parce que la majorité des femmes françaises n'avaient pas voté pour elle. La majorité des femmes françaises avaient voté pour Nicolas Sarkozy, l'adversaire de Ségolène Royal.
Elles disent non, 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 que non, 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 elles ne sont pas encore prêtes. Donc, en fait, Donald Trump, voilà le troisième aspect de sa personnalité. C'est une icône de la virilité, une icône de la masculinité, une icône du patriarcalisme. Il incarne le statut de chef de clan, de père de famille, d'une manière terrible. Voilà sa troisième propriété. Et c'est quelque chose qui le rapproche beaucoup des Africains. Et qui le rapproche beaucoup de Poutine. Et qui le rapproche beaucoup de Kim Jong-un. Ça, c'est sûr. Et c'est quelque chose qui fait sa différence avec une bonne partie des dirigeants occidentaux actuellement, qui sont un peu dans une espèce d'indifférenciation de leur configuration par rapport à la question sexuelle. Ils sont dans la confusion. Voilà le troisième élément que je voulais porter à votre attention, Donald Trump. Enfin, il y a un quatrième élément, c'est la vision diplomatique de Donald Trump. Sortons de sa psychologie, la diplomatie de Trump. Trump n'aime pas engager les guerres. Étudiez ses 4 ans de présidence à la tête des États-Unis. Et vous verrez que de tous les présidents républicains que nous avons observés, mettons, depuis Reagan jusqu'à lui, en passant par les Bush, il est le moins belliqueux en termes de guerre internationale engagée de tous. Il est encore infiniment moins belliqueux que les présidents démocrates. Clinton, Obama et Biden ont fait couler plus de sang. Infiniment plus de sang qu'on peut en imaginer, eh bien, de la part de la présidence de 4 ans de Trump, entre 2016 et 2020. C'est important que vous le sachiez. Donc, c'est quelqu'un qui est, sur le plan de la diplomatie, porté plutôt au protectionnisme. Il est porté à la négociation, au compromis du rapport de force internationale, moins à l'intervention. Maintenant, il pourrait évoluer. Mais voilà Trump, tel que je peux le décrire. Voilà Trump, tel que je peux le décrire. Maintenant, la question c'est Trump et l'Afrique. Qu'est-ce qui va se passer? Prenons les différents aspects de Trump. Premièrement, les Africains ne doivent pas s'attendre que Trump leur fasse des cadeaux. Parce que Trump a été élevé dans un milieu où on considère que les Africains doivent être soumis. L'Afrique ne doit attendre aucun cadeau de Trump. Il faut refuser de jouer le rôle de l'esclave félicité par le maître. Il faut refuser à Trump de s'installer dans la facilité du petit bourgeois américain qui a grandi dans un milieu où les préjugés sur la supériorité blanche sont quelque chose de banal. Donc l'Afrique doit se méfier de chercher auprès de Trump une quelconque forme de reconnaissance. Il ne faut pas lui demander sa reconnaissance. Deuxième élément important. Les Africains doivent profiter du pragmatisme de Trump pour réviser les relations économiques avec les États-Unis dans une optique gagnant-gagnant. Trump est de tous les présidents américains celui avec lequel les Africains peuvent faire facilement des affaires. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de la négociation, du business. L'Afrique a besoin de faire des affaires sans complexe, sans préjugés, sans prénotions. Donc avec Trump, il va falloir être attentif aux opportunités de faire des affaires. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, le virilisme de Trump est quelque chose de rassurant parce qu'il pourrait aider les Africains à combattre l'offensive qui est menée par un certain nombre d'organisations non gouvernementales et gouvernementales occidentales contre les valeurs sociétales africaines. Les dirigeants et les peuples africains peuvent faire de Trump un allié de circonstance dans la lutte pour la défense des valeurs sociétales traditionnelles africaines. Il ne faut pas bouder l'occasion de renforcer l'identité civilisationnelle africaine, eh bien en interaction intelligente avec Trump. Parce que Trump partage, eh bien avec l'Afrique contemporaine, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Amérique latine, certaines de ses valeurs sociétales, traditionnelles. Il ne faut pas rater l'occasion de coopérer utilement sur ce terrain pour faire reculer le règne du confusionnisme. Le règne du confusionnisme sexuel. Quatrième point, la question internationale. Il y a quelque chose d'intéressant avec Donald Trump et l'Afrique doit s'engouffrer dans cette opportunité. C'est que Donald Trump est conscient des relations coupables entre l'OTAN
et les organisations terroristes. La principale alliance militaro-politique de l'Occident, Trump lui-même l'a accusé d'être impliqué dans la déstabilisation de la planète, selon la méthode du divide to rule. Donald Trump, dans ses propres mots, a accusé Barack Obama et Hillary Clinton d'avoir créé l'organisation terroriste de l'État islamique. Par conséquent, il est bien placé pour comprendre le narratif de la souveraineté africaine aujourd'hui. Quand l'Afrique dit « ceux qui ont bombardé la Libye, ceux qui ont assassiné Muammar el-Kadhafi, à savoir la coalition de l'OTAN, dirigée par Barack Hussein Obama et Hillary Clinton, pour les États-Unis, Nicolas Sarkozy pour la France, David Cameron pour la Grande-Bretagne, ils ont agi en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique. Et l'État parrain d'Al-Qaïda, les États parrains, notamment le principal État parrain d'Al-Qaïda au Moyen-Orient, c'est le Qatar, qui a participé à l'offensive contre la Libye, en étroite coopération avec l'OTAN. Donald Trump sait que la déstabilisation du Sahel fait partie précisément de ce qu'il avait dénoncé lui-même, en disant Obama et Clinton ont créé l'organisation de l'État islamique. Il sait très bien dans quelles conditions est né dans les années 80 Al-Qaïda, qui avait été créé par les renseignements généraux otaniens pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Donc Donald Trump a l'avantage de posséder une conscience critique, une conscience véridique du rôle véritablement trouble de l'OTAN, de l'alliance militaro-politique occidentale dans le désordre planétaire. Et il l'a dit plusieurs fois. Ce sont eux qui sèment des guerres pour pouvoir imposer leur avantage dans les affaires. Donc, il faut que l'Afrique s'engouffre dans les révélations de Trump lui-même. Il nous faut vulgariser les révélations de Trump. C'est-à-dire la critique trumpienne de la domination otanienne doit devenir un élément de langage constant de la communication politique du panafricanisme contemporain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, mais Donald Trump, devenu président, va être sous la contrainte des lobbies et des intérêts vitaux des États-Unis. Il ne faut pas surestimer ici sa capacité de remise en cause totale de la politique internationale des États-Unis. Il ne faut pas surestimer cette capacité. Parce que Donald Trump, il a beau avoir le bagou qu'on lui connaît, il n'est pas Superman. Et les États-Unis, c'est une puissance immense, à l'intérieur de laquelle il y a des rapports de force. Il y a des lobbies puissants, à l'instar du lobby juif américain qui a été étudié par Mearsheimer dans un très beau livre sur le lobby juif américain. Je vous recommande de lire Mearsheimer. Donc, Donald Trump n'aura pas toutes les coudées franches. Parce que dans l'histoire des États-Unis, on a connu des présidents qui ont voulu avoir toutes les coudées franches et qui se sont retrouvés confrontés à la brutalité de leur propre service. Je fais ici allusion aux conditions de la disparition tragique du président John Fitzgerald Kennedy en 1963, si je ne m'abuse. On sait aujourd'hui que c'est la politique internationale du président John Fitzgerald Kennedy et sa volonté de purifier les rangs de l'administration stratégique américaine qui lui ont valu la mort qu'il a connue. Et avant même qu'il ne se soit installé à la Maison-Blanche, en cette année 2024, Donald Trump a déjà échappé pratiquement au moins 2 fois à la mort. On a déjà essayé d'envoyer des gens pour l'abattre. Donc l'Afrique ne doit pas ignorer que Donald Trump que nous voyons là sera assis sur un fauteuil éjectable. Car en fait, la politique qu'il veut mener va toucher à des intérêts tellement puissants que chaque jour que Donald Trump sera vivant sera un miracle sur la terre. Voilà pourquoi les Africains ne doivent à aucun moment miser sur la vie ou la survie personnelle de Donald Trump, mais récupérer toutes les opportunités d'action que son avènement à la tête des États-Unis nous permet de mener pour renforcer le processus d'émancipation du continent noir. J'appelle donc l'Afrique,
celle des dirigeants, celle des militants, des activistes, des intellectuels, l'Afrique des sociétés civiles, l'Afrique des peuples, l'Afrique des diasporas, à faire preuve de lucidité face à Donald Trump et à mener courageusement toutes les opérations de récupération de pans de souveraineté qui seront possibles dans le rapport de force, dans le jujutsu géostratégique et géopolitique international qui nous sont aujourd'hui imposés. Voilà quelques considérations sur Trump et l'Afrique. Il ne faut pas s'y tromper. L'Afrique ne doit pas compter sur Trump. Mais elle doit intégrer la réalité du trumpisme dans ses opérations, dans son action. Elle doit intégrer la fragilité du trumpisme dans ses opérations et dans ses actions. Et elle doit crânement mener les opérations d'acquisition d'une souveraineté toujours plus puissante.